Bonsoir. Avec le journaliste Luis Abaki, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Ouattara qui dit oui au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Un piège. Bonsoir Luis Abaki. Oui, bonsoir mon frère. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Le président Alassane Dramane Ouattara a donné mercredi 7 avril son feu vert au retour en Côte d'Ivoire de son grand rival, l'ancien président Laurent Gbagbo, et de son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Quand il le souhaite, a-t-il déclaré, une semaine après leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, attendu avec une grande impatience par ses partisans. Luc, est-ce un piège? Alors, est-ce qu'un piège? Je ne crois pas que ce soit un piège parce que le président Alassane Ouattara n'avait pas d'autre choix que de dire ce qu'il a dit, en fait. En réalité, après l'acquittement de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, qui a eu lieu donc il y a une semaine, Charles Blé Goudé a eu l'intelligence de prendre de la hauteur et de tenir des propos assez intéressants qui devraient mettre en difficulté le pouvoir d'Abidjan. Parce qu'il s'est érigé en réconciliateur, en homme d'État, en quelqu'un qui cherche à contribuer au meilleur devenir de son pays, etc. Il a même supplié le pouvoir d'Abidjan. Et voilà, et donc de prendre de la hauteur également et de composer avec toutes les forces vives du pays ivoirien. Donc, j'avais même écrit un article pour dire que dans ces conditions-là, avec un tel langage, il mettrait en difficulté le pouvoir d'Abidjan qui aurait du mal à marquer une réticence quant à leur retour, bien entendu. Surtout que son mentor, Laurent Gbagbo, n'a jamais dit un seul mot concernant tous les soubresauts qu'il a connus. Il faut rappeler d'ailleurs que ce processus judiciaire a duré presque une dizaine d'années. Et donc, dans ces conditions-là, à partir de l'instant où c'est un acquittement définitif, l'État ivoirien qui les avait envoyés là-bas, avec les moyens de bord ivoiriens, n'avait pas de choix que de tenir ce langage-là pour ne faire que valider une évidence, qui est donc leur retour, parce qu'à partir du moment où ils sont acquittés, en réalité, c'est des héros qui reviennent au pays. Et donc, le président ivoirien a fait preuve simplement d'élégance. Il a saisi donc la balle au bon pour dire, pour formaliser une évidence qui, en réalité, ne pouvait pas résister à quoi que ce soit, en réalité. Lui, que les gens disent piège parce qu'on sait également que 20 ans attendent Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Oui, bien entendu, c'est vrai. Et si vous regardez très bien les conditions dans lesquelles les deux hommes ont été condamnés à Abidjan, vous allez vous rendre compte que c'est lorsque le procès patinait à La Haye, et lorsque il s'est avéré une faiblesse notoire des témoignages, des preuves et des éléments d'argumentation devant incriminer les deux mousquetaires ivoiriens, que l'État de Côte d'Ivoire s'est rendu compte qu'il fallait assurer ses arrières en prenant certaines dispositions au cas où leur acquittement venait à être prononcé à un moment inopportun. Voyez-vous, je crois que l'appel qui a été fait par Madame la procureure, tout le monde sait qu'il a été incité par le pouvoir d'Abidjan. Et pourquoi cet appel a été fait? En réalité, c'était pour gagner du temps. Gagner du temps pour pouvoir donc baliser la voie à un troisième mandat de Alassane Ouattara et ensuite organiser les élections législatives. Vous voyez qu'il y a juste à peine 2 ou 3 semaines que les élections législatives ont eu lieu et le RHDP a eu donc sa majorité et dans la foulée, donc l'acquittement définitif est survenu. En fait, le retour de Gbagbo et de Charles Blé Goudé n'a pas un enjeu politique majeur. D'autant plus qu'il n'y a plus de compétition électorale, il n'y a plus rien de particulier. Et donc, le pouvoir d'Abidjan fait semblant donc de composer, d'être ouvert, comme s'il avait de choix. En réalité, il n'a pas de choix. Maintenant, en ce qui concerne justement ces condamnations-là, il faut dire qu'à partir du moment où ces deux hommes ont subi un processus aussi long à la face du monde entier, et donc ils ont été acquittés, il serait maladroit, tout à fait malsain et même inhumain pour le pouvoir d'Alassane Ouattara de vouloir prétexter d'une quelconque condamnation à Abidjan pour pouvoir encore les maintenir en détention éventuelle. Ce n'est pas envisageable à mon avis. Et donc, il a fait d'ailleurs exprès de ne pas se prononcer sur ces questions de condamnation. Mais ce qui est certain, c'est qu'il sera tenu
de prendre une amnistie ou en tout cas des mesures qui permettent justement à ces derniers d'arriver librement, d'autant plus qu'ils ne constituent plus vraiment une menace, ne serait-ce que sur les 5 années à venir. Bien sûr, justement, les 5 années à venir, l'amnistie dépendra également de l'attitude adoptée par les deux Ivoiriens, Laurent Gbagbo. Bon, vous savez, il faut reconnaître que ce soit Charles Blé Goudé ou Laurent Gbagbo, c'est des dinosaures de la politique ivoirienne. Hein, ce ne sont pas des amateurs. Ils savent exactement quelle est l'attitude qu'il faut adopter et comment percer le mur dressé donc par le RHDP et tout le muraille donc, qui a été dressé depuis un moment. Donc, ils ne vont pas se comporter de façon hasardeuse. Et puis donc, comme je l'ai dit, en fait, c'est en réalité au cours des enjeux politiques ou des compétitions électorales, etc., que vous allez voir que les gens se déchaînent. En réalité, les acteurs politiques se déchaînent. À partir du moment où il n'y a pas d'enjeu, ils ne pourront qu'œuvrer pour la réconciliation nationale, pour rétablir leur aura au sein donc, du peuple ivoirien, reprendre leur place et faire en sorte à reconstituer tout le tissu en lambeaux, notamment en ce qui concerne le FPI, qui s'est fragmenté, fissuré, etc. Donc, il va prendre Laurent Gbagbo, durant son séjour-là, prendra simplement son temps pour refaire tout cela de telle manière à être actif et compétitif pour les joutes électorales prochaines. Vous avez justement parlé du FPI qui est déchiré. On a 3 tendances. Les gens ont tendance à oublier une partie. Le FPI Renaissance de Alcide Didier qui rentre dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Il y a également le FPI légal de Affi N'Guessa, sans oublier celui de Laurent Gbagbo qu'on appelle les gars. Selon vous, est-ce que le problème même pour Laurent Gbagbo, ce n'est pas sa famille politique au prime abord, quand on sait que Jean Bonnet était sorti hier, il a dit que le président Gbagbo n'a pas de base légale pour être président du FPI. Non, je crois que c'était une affirmation à la limite gratuite, parce que même à distance, on sait l'aura dont jouit un dinosaure de la vie politique comme Laurent Gbagbo. Voyez-vous, quand on prend, vous savez que l'histoire politique ivoirienne, en tout cas de ces 20 ou 25 dernières années, tourne autour de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Et donc, pour que tu puisses remporter une élection en bonne et due forme, il faut bien que les deux d'entre eux soient en alliance. Ce qui veut dire que c'est une base légale. Et puis, les turpitudes dans lesquelles, les déboires que Laurent Gbagbo a eu à subir va toucher nécessairement le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de base légale dès l'instant où son parti est encore là, même s'il a subi certains coups qui sont liés au fait qu'il est absent du territoire national et que les gens qui ont des velléités ou des désirs de s'exprimer sur les chantiers politiques ont cru devoir le récupérer. C'est de bonne guerre de toutes les façons. Mais à partir de l'instant où il regagne le pays, il faut dire qu'il y aura un effet extraordinaire qui fera que un nouveau déclic sera provoqué. Et il n'est pas exclu que Affi N'Guessa et Laurent Gbagbo puisse se réconcilier, parce que vous savez, lorsqu'il avait eu l'acquittement partiel, vous savez que Affi N'Guessa a dû faire le voyage de Bruxelles, et voilà. Et lui-même, il a eu à dire à plusieurs reprises qu'il est prêt donc à composer, à faire en sorte que, bon voilà. Et c'est parce que justement, il a dit clairement que à partir du moment où Laurent Gbagbo n'était pas là et qu'on ne connaissait pas l'épilogue justement du procès dont il a fait l'objet, évidemment, il ne fallait pas laisser le FPI s'effondrer. Donc, dès qu'il revient, il est certain que... Et puis, il ne faut pas oublier, en réalité, quoi qu'on dise, même si Charles Blé Goudé a son COJEP, il n'est qu'un fruit entier du FPI. Et donc, c'est un allié naturel du FPI. Dans ces conditions-là, rassurez-vous, comme je l'ai dit, Laurent Gbagbo n'est pas un amateur. Il saura comment recoller les morceaux et même ratisser l'âge et faire en sorte à siphonner des ressources dans les autres parties pour en faire vraiment son champ. Luc, vous l'aviez dit tout à l'heure, les 3 grands de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, l'ancien président ou bien les anciens présidents Laurent Gbagbo et Bédié. On se souvient, les gens ont tendance à opposer Ouattara et Gbagbo, mais en 2010, Bédié avait également participé à l'envoi du président Gbagbo à la CPI. On se souvient de Joao Awoussou, qui était le ministre de la Justice. Finalement, la réconciliation en Côte d'Ivoire doit passer par les 3. Oui, absolument. C'est-à-dire que dès lors qu'ils sont encore vivants et acteurs politiques majeurs en Côte d'Ivoire, il est impossible d'envisager une perspective de réconciliation nationale sans passer par cette triptyque, enfin ce tripier que constitue Ouattara, Bédié
et évidemment Laurent Gbagbo. Tous ces trois-là, comme je l'ai dit au départ, pour qu'un d'entre eux puisse accéder au pouvoir, il a fallu une alliance entre deux. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai que Henri Konan Bédié avait participé justement à faire partir Laurent Gbagbo en 2010, à la suite donc de l'élection présidentielle. Il a fallu que Bédié se rallie donc à Ouattara pour qu'il puisse, qu'on déclare en tout cas la victoire de Ouattara, qui est d'ailleurs sujette à caution parce que lorsque on entend encore des gens parler en tout cas des argumentaires qui sont développés, on a comme l'impression qu'en réalité, cette victoire n'était pas aussi nette que cela. Parce que lorsqu'il y avait des difficultés, Laurent Gbagbo avait demandé qu'on recompte les voix, etc. Mais personne ne l'a écouté en ce moment parce qu'on avait le sentiment évident qu'il y avait une ligue totale contre sa personne. Mais quand on voit la configuration politique de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on ne peut pas dire que le président Ouattara a gagné en 2010? C'est possible, c'est-à-dire que de façon mathématique, on peut conclure à sa victoire effective, voyez-vous. Mais la victoire n'aurait été claire et évidente que si vraiment les décomptes des voix avaient été faits dans des conditions optimales, de telle manière qu'on puisse dissiper tout doute, voyez-vous. Mais ça n'a pas été le cas. De toutes les façons, le fait qu'ils aient refusé donne la voix à Gbagbo de dire, mais écoutez, entre-temps, j'ai été triché. Je crois que c'est un des argumentaires qu'il a eu à développer à La Haye et qui ont bien sûr milité donc, à son acquittement aujourd'hui parce qu'il dit qu'il est arrivé à La Haye parce qu'il a respecté la Constitution. Puisque ce sont des institutions ivoiriennes qui doivent pouvoir déclarer la victoire d'un candidat. Et la Cour constitutionnelle l'avait effectivement déclaré candidat. On sait, c'est lié à des contorsions. Voyez-vous, parce que nos institutions n'étant pas indépendantes, totalement inféodées donc, au régime en place, à chaque fois qu'il y a un président et un régime, il constitue donc ces institutions à lui. C'est le cas précisément de Alassane Ouattara. En tout cas, aujourd'hui, où vous avez vu comment on a d'ailleurs retenu, on a exclu les acteurs majeurs à l'élection dernière et donc les conditions dans lesquelles les résultats ont été proclamés avec un taux de participation manifestement très faible mais gonflé, mais qui n'a pas suscité justement la réaction de la Cour constitutionnelle. Donc, c'était de bonne guerre. Une fois que vous accédez au piédestal de l'État, bien entendu, vous créez votre champ d'action, de telle manière à ne pas perdre le pouvoir, bien entendu. Donc, je pense que ces trois acteurs, effectivement, sont essentiels et primordiaux dans le processus de réconciliation nationale. Et je crois qu'au regard de leur âge actuel, il faut qu'ils prennent tous de la hauteur. Ils n'ont plus intérêt à penser à des intérêts partisans au mépris donc de l'intérêt supérieur de la nation qui doit se fédérer autour d'un idéal commun qui est donc de construire la Côte d'Ivoire de demain. Donc je pense vraiment qu'il doit prendre de la hauteur. Et une fois que Laurent Gbagbo sera au pays, il faut que les trois trouvent le moyen justement de baliser la voie à une réconciliation nationale. Précisément, Laurent Gbagbo, quel rôle il peut jouer? Il a un rôle stratégique, bien entendu, ça. Il ne peut que prendre la position d'un leader politique de l'opposition, mais d'une certaine maturité. Vous avez vu, à la veille de l'élection présidentielle d'octobre 2020, la sortie qu'il a eu à faire sur TV5 Monde, c'est la posture d'un homme qui s'interpose en tant que ressource morale du pays. Et donc, il a une hauteur d'esprit et il a un langage, en fait, qui apaise les cœurs, qui élève l'âme et qui, en même temps, montre qu'il a un souci permanent de rechercher le bien commun, en réalité. Donc, je pense qu'il doit pouvoir continuer de rester dans cette posture-là. Et comme je l'ai dit, c'est des gens qui ont fait quand même des dizaines d'années dans le champ politique ivoirien. Il faut qu'ils commencent déjà à prêter une relève digne de ce nom-là. En cela, je crois qu'il a fait un travail très remarquable sur quelqu'un comme Charles Blé Goudé, qui aujourd'hui prend véritablement de la maturité dans son langage, dans son attitude, dans sa posture politique. Et bon, ce n'est que de bonne guerre. On peut se dire qu'il y a des acteurs majeurs qui peuvent assurer le relais si ces dinosaures-là acceptent de céder finalement le champ. Luc, à quelles conditions précisément les 20 ans du président Laurent Gbagbo qui sont en Côte d'Ivoire seront réactivés? Non, je ne crois pas qu'ils seront réactivés. Comme je l'ai dit, je pense que dans les jours qui suivent, il y aura une amnistie. À partir de l'instant où le président Alassane Ouattara lui-même dit qu'il prendra des dispositions de telle manière que ce dernier puisse jouir du statut, des avantages liés
à un ancien chef d'État, comme il le reconnaît comme tel. Donc, ça veut dire que lui-même, il comprend qu'il n'y a pas d'enjeu à réactiver donc, ces histoires de condamnation. Et tout le monde comprend très bien pourquoi il y avait eu ces genres de condamnation. Comme je l'ai dit, c'était pour assurer des arrières et faire en sorte à retarder autant que possible le retour de ces deux gens-là qui auraient pu perturber le processus électoral, en tout cas les deux processus électoraux qui ont eu lieu avant donc l'arrivée, en tout cas avant le verdict final, c'est-à-dire leur acquittement qui a été prononcé récemment. Donc, tout ça, à partir du moment où il n'y a pas d'enjeu, je peux vous assurer que le président Ouattara n'aura pas de choix que de prendre une amnistie de façon claire et nette et donc de passer à autre chose. Ce qui peut arriver éventuellement, c'est que si il y a une glissade, je veux dire, un comportement maladroit, s'il sent que ces deux sont en train de le gêner sérieusement, ils peuvent initier éventuellement une nouvelle procédure liée à une infraction, à un délit ou quelque chose. Voilà. Ouais. Mais sur ces faits du passé, je crois que ce serait ridicule pour Alassane Ouattara de vouloir exhumer ces sujets qui sont déjà périmés, à vrai dire. Vous aviez déjà parlé de lui, Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo. Lui, il a été clair. Il dit que son objectif, c'est de devenir président de son pays un jour. Je crois qu'il est cohérent avec lui-même, et c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de tout acteur politique, notamment de tout chef de parti politique, c'est d'envisager le fauteuil présidentiel. C'est normal et c'est de bonne guerre. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est la manière dont nos leaders politiques en Afrique possèdent pour pouvoir accéder un jour à ce fauteuil-là de façon orthodoxe et respectable. Voyez-vous? Donc, je crois que dans le cas précis de Charles Blé Goudé, il fait un travail remarquable de terrain. Parce que malgré son absence du territoire, le COJEP a fait un travail de ratissage. En réalité, c'est parce qu'ils ont été embrigadés à un moment donné. Sinon, ils étaient en train justement de commencer à conquérir l'électorat, à sensibiliser, à éveiller le peuple sur les valeurs républicaines, etc., etc. En réalité, c'est ça qui rapproche le leader du peuple. Faire en sorte que même quand il n'y a pas de compétition électorale, de pouvoir aller vers le peuple, de discuter avec lui, de lui infuser votre vision et de la prêter, même sur des questions notamment civiques, et éducationnelles, etc. Tous les sujets qui concernent la vie d'une nation devraient intéresser tout leader politique. Et je crois que le COJEP était en train de faire ce travail-là jusqu'à ce qu'il n'ait été entravé à un moment donné. Et donc le retour éventuel donc de Charles Blé Goudé ne pourra que relancer cette activité. Et ça, je pense que ce qu'il a dit à demi-mot lors de sa dernière intervention, où il dit qu'il aspire profondément à participer à l'animation de la vie politique, à faire en sorte que toute la sève juvénile de la Côte d'Ivoire puisse contribuer au meilleur devenir de ce pays-là. Je crois qu'il a de l'énergie pour ça, il a de la vision, il a le verbe, il a l'art oratoire qu'il faut pour pouvoir justement conquérir de façon progressive ce terrain, et il le fera sans hésitation. Luc Abaki, merci. Ah, le merci, c'est à vous. Ça allait très vite, là. Ah oui, très vite. On marque une petite pause, on revient pour la suite.